rébellion des Patriotes, rébellion du Bas-Canada, ou tout simplement rébellion de 1837 à 38, sont trois noms donnés au conflit militaire de 1837 à 1838 dans la colonie britannique du Bas-Canada, aujourd'hui le Québec. Elle est l'aboutissement d'un conflit politique larvé qui existait depuis le début du 19e siècle entre la population civile et l'occupant militaire colonial. Simultanée avec la rébellion du Haut-Canada, dans la colonie voisine du Haut-Canada, les deux constituaient les rébellions de 1837. La rébellion de 1837 à 1838, dans le Bas-Canada, a été beaucoup plus violente que celle dans le Haut-Canada. Au cours du printemps et de l'été 1837, les chefs réformistes, dont le principal était Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote, ont tiré parti des tensions politiques de longue date pour mettre sur pied une large force rebelle. La situation était tellement tendue qu'en octobre 1837, toutes les troupes britanniques régulières ont été retirées du Haut-Canada et transférées dans le Bas-Canada. Les troupes rebelles ne faisaient pas le poids devant l'importante force militaire coloniale, sous la direction du général John Colborne, complétée par un grand nombre de miliciens orangistes loyaux venant du Haut-Canada. Les patriotes rebelles firent face aux troupes et aux milices loyalistes à trois occasions, à Saint-Denis, à Saint-Charles et à Saint-Eustache. La loi martiale fut déclarée et de nombreux rebelles, dont Louis-Joseph Papineau, ont dû s'enfuir aux États-Unis. Des centaines ont été arrêtés, plusieurs ont été déportés en Australie, d'autres furent pendus à la prison au pied du courant à Montréal. Le fonds d'archives de la collection Rébellion de 1837 à 1838 est conservé au Centre d'archives de Montréal à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Après la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne en 1759, le gouvernement du Bas-Canada, aujourd'hui, le Québec, est assuré par un gouverneur général nommé par Londres et celui-ci assume des pouvoirs absolus. Par le traité de Paris de 1763, la France cède le Bas-Canada et le commerce devient exclusivement tourné vers l'Empire britannique, par l'intermédiaire de ses marchands, dont surtout ceux de Boston. L'Empire encourage une arrivée massive de loyalistes à la couronne britannique pour former le Haut-Canada et seuls ceux qui prêtent serment du test peuvent occuper un poste dans l'administration civile, ce qui implique de renier la religion catholique et l'autorité du pape. Ce changement a donc fait des anciens colons français des citoyens de seconde zone. La guerre d'indépendance américaine viendra apporter un premier changement à ce statut. L'Acte de Québec de 1774 permet aux habitants de pratiquer la religion catholique et de faire partie de l'administration sans avoir à prêter le serment du test. C'est une importante concession afin de s'assurer la fidélité des habitants canadiens, descendants des premiers colons français, face à la menace des colonies américaines. Elle ne met cependant aucun frein à l'absolutisme du gouverneur anglais. Au cours des décennies suivantes, de nombreux loyalistes américains et migrants britanniques gagnent l'actuel Ontario, ce qui conduit à la division de la province de Québec, par la suite constituée du Haut et du Bas-Canada. Le Bas-Canada est la colonie la plus peuplée et demeure majoritairement francophone et catholique, alors que le Haut-Canada est majoritairement anglophone et protestant. La région de Montréal devient un tampon où se rencontrent les deux peuples. L'idée d'un gouvernement responsable, qui provient d'Angleterre et des Nouveaux États-Unis, fait son chemin, et les deux colonies finissent pour obtenir chacune une assemblée législative par l'acte constitutionnel de 1791. Vers 1830, la population du Bas-Canada est constituée d'environ 75 000 Anglais et de 500 000 Canadiens français. L'Assemblée législative du Bas-Canada obtient le pouvoir de légiférer, mais le gouverneur colonial britannique demeure le chef de l'exécutif et conserve également les cordons de la bourse. Il peut donc rendre totalement inopérantes les lois votées par l'Assemblée majoritairement canadienne. Comme le gouverneur fait partie de l'oligarchie marchande britannique et qu'il en sert les intérêts, dans le maintien de sa position dominante, il use de ses pouvoirs discrétionnaires pour nommer ses favoris au poste de commande des conseillers législatifs et exécutifs, influencer les élections et bloquer toute réforme. Les exemples ne manquent pas où, par simple hostilité envers l'Assemblée élue, des personnes incompétentes ont été élevées à des postes d'importance.
Non seulement cette inégalité touche-t-elle le nombre de fonctionnaires, 54 Canadiens français contre 126 Anglais, selon la liste officielle des fonctionnaires pour 1835, mais le traitement versé aux Anglais était également de 58 000 louis, tandis que les Canadiens recevaient 13 500. Même constat du côté des juges, où les juges anglais obtiennent 28 000 louis contre 8 000 pour les Canadiens. Malgré la croissance démographique, le domaine cultivable n'augmente pratiquement pas, car les terres sont régies par Londres. Les Canadiens français doivent entreprendre un voyage jusqu'à Québec pour demander personnellement les titres au gouvernement, titres, s'ils les obtiennent, qui n'existent souvent que sur papier puisque les routes ne permettent pas d'atteindre les terres. Au même moment, Londres attribuait des terres sans consulter le Parlement. En 1833, 847 661 acres de terre étaient cédés à la British American Land Company pour favoriser l'implantation de colons américains. Dans ce contexte, la politique prend rapidement une tournure musclée. Le Parti canadien, formé par les habitants, s'oppose au Parti anglais, favorisé par les gouverneurs successifs. Les élections se déroulent dans un climat d'intimidation, et le gouverneur n'hésite pas à dissoudre l'Assemblée lorsqu'elle va à l'encontre de ses intérêts. Le mouvement patriote, réformiste, prend officiellement forme vers 1826, à l'occasion de la transformation du Parti canadien en Parti patriote. Son but est d'obtenir la souveraineté de l'Assemblée en limitant les pouvoirs du gouverneur. Ce dernier, qui ne veut rien céder, met des députés patriotes en prison, pour motif d'agitation populaire. Toutefois, certains patriotes se font élire même depuis leur cellule. La Société des Fils de la Liberté était un groupe paramilitaire fondé au mois d'août 1837, qui tint sa première assemblée publique le 5 septembre de cette même année. Entre 500 et 700 jeunes ont participé à cette assemblée. Les membres de la Société des Fils de la Liberté calquaient leur visée sur un groupe qui avait existé lors de la Révolution américaine du nom de Sons of Liberty 11. Les liens entre ce nouveau club et les autres membres du Parti patriote sont assurés par François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier. C'est à l'Assemblée des Six Comtés, le 23 octobre 1837, que le mouvement patriote approuve solennellement l'organisation des Fils de la Liberté. L'endroit habituel où les membres de cette association se rassemblaient était l'hôtel Nelson rue Saint-Jacques surnommé rue du Sang, au marché Neuf à Montréal, aujourd'hui la place Jacques-Cartier, lieu même où se déroulera l'affrontement du 6 novembre 1837 entre le Doric Club et les Fils de la Liberté. L'organisation des Fils de la Liberté disparaît peu de temps après l'échauffourée avec le Doric Club du 6 novembre et devient clandestine, soit à la suite de l'émission des mandats d'arrêt contre les leaders de l'association, dont Papineau, O'Callaghan, Brown et Ouimet, le 16 novembre 183 713. Au moment de sa disparition, elle comptait, selon le gouverneur Gosford, 2000 membres. Les membres de cette association voulaient redresser les griefs qu'ils disaient ne pouvoir obtenir par la force morale. En d'autres termes, ils souhaitent utiliser d'autres moyens que les instances politiques pour faire valoir leurs points. La publication de l'adresse des Fils de la Liberté de Montréal aux jeunes gens des colonies de l'Amérique du Nord, le 4 octobre 1837, marque en quelque sorte le début des hostilités entre cette association et les loyalistes. Le Doric Club était une association de loyalistes anglais mise sur pied par Adam Tom sous la forme de clubs sociaux et de sociétés armées qui tentaient de faire valoir des droits et des privilèges spéciaux pour les Anglais face à la menace patriote. Les membres se retrouvaient habituellement dans le marché sur la rue Saint-Jacques, tout près de l'endroit où leur bande rivale de l'association des Fils de la Liberté se rencontre. C'est par la parution de plusieurs articles dans l'Herald que Tom fait appel aux anciens membres du British Rifle Corps. Le British Rifle Corps était un corps militaire de volontaires qui a été dissous en janvier 1836 par le gouverneur Gosford. Ils étaient en majorité des jeunes très militants et parmi les plus radicaux issus du parti anglais qui formait le nouveau club. Malgré cette ardente volonté de regroupement, Gosford affirmait que les sujets britanniques n'étaient pas en danger, qu'il était donc inutile de s'organiser en groupe de volontaires armés. Plus tard, le Doric Club deviendra la faction armée et clandestine des loyalistes et sera organisé et présidé par John Shea,
un comptable anglophone de Montréal. Le gouverneur Gosford évaluait le nombre de membres à près de 2000. Le 16 mars 1836, les loyalistes publient leur manifeste de création. Le groupe sera largement toléré par le général en chef John Colborne, tout comme de nombreux autres regroupements de loyalistes et ce, malgré l'opposition du gouverneur Gosford. Dans leur rapport, publié en 1836, Gosford, Gray et Gibbs mentionnent que le retrait de la protection britannique entraînerait une guerre entre les Canadiens français et les sujets britanniques. Ils ajoutent que l'oligarchie anglaise planifie cette offensive.